on continue. Cette fois-ci, on va parler alors de la première communauté de pratique en cancérologie avec le label Unicancer pour les infirmières diplômées d'État libéral. Et on accueille Madame Christelle Galvez, directrice de soins et des parcours au Centre Léon Bérard. Très bien. Merci beaucoup. Bonjour, je suis impressionnée de parler devant des pharmaciens. Je n'ai pas l'habitude. D'habitude, je parle devant des professionnels soignants, paramédicaux. Et donc, je sens que je dois être très juste dans mes propos et que je sois efficace. Le niveau est très haut. Merci, j'ai beaucoup appris ce matin et je suis contente de voir que l'immunothérapie arrive encore en plus, étant donné que je pilote avec Maurice Perrol au CLB le projet Article 51 sur l'immunothérapie suivie à domicile. Et donc, rendez-vous l'année prochaine pour vous dire un peu où on en est aussi, parce que ça va sûrement bouger. Pourquoi la première communauté de pratique en cancérologie est devenue une évidence pour nous Premièrement, puisque on vous a parlé du centre, mais parce que c'est 20 ans d'expérience d'HAD, c'est 20 ans de collaboration avec les... Pardon, Fadila 25 ans. Voilà, vous voyez comme quoi je dois être très très précise. J'ai Bertrand, j'ai Fadila, je vous ai tous. Je vais vous donner le micro, c'est vrai. Non, mais 25 ans d'HAD, et quand je suis arrivée qu'il n'y a que 11 ans au centre. Alors, excusez-moi, parce qu'au centre, on est là tous depuis très très longtemps. Et donc, moi, je suis la petite dernière. Et j'ai essayé de m'intégrer dans cette communauté au centre, où on a l'habitude, avec Yves Deveau, entre autres, de travailler avec les professionnels libéraux et que tout est facile à faire à domicile. Et moi, j'arrivais, et même si ça arrive, j'arrivais de Paris. J'en suis désolée. Mais, je n'étais pas pharmacienne, ni oncologue, mais infirmière de formation. Et j'avais l'habitude d'orchestrer un hôpital, mais pas un hôpital et la ville et l'hôpital à la ville. Et donc, il a fallu beaucoup de temps d'immersion ou de compréhension. Donc, j'ai commencé par m'immerger à domicile. Et c'est là où j'ai compris aussi à quel point le couteau suisse des professionnels de ville, aussi bien pharmaciens d'officine qu'infirmières libérales, que médecins traitants, et que quand on se déplace et que le champ des possibles est tellement plus vaste, quand on imagine les prises en charge en cancérologie avec un continuum ville-hôpital qui est complètement intégré. Et puis, on a fait ce projet d'immunothérapie avec ce suivi à domicile, l'éducation thérapeutique. Et puis, il y a eu le Covid. Alors, ça pourrait paraître complètement désorganisé, ce que je suis en train de vous raconter, mais c'est un peu ce que j'ai eu l'impression de vivre, c'est-à-dire lancer notre projet, comme tu as pu le faire, Catherine, juste avant le Covid, dire on va le lancer, puis arrive le Covid, et comment est-ce qu'on va mettre en place un article 51 en plein milieu de cette période-là. Et en plus, nous, on devait commencer en juin 2020, les premiers patients à intégrer, et pour former les professionnels de ville à faire ce qu'on... Eh bien, on a découvert, comme vous, en plein Covid, les Zooms, les Teams, les trucs comme ça. Et là, d'un seul coup, en les premières rencontres, on s'est retrouvé avec 400 infirmiers libéraux sur qu'est-ce qu'on fait, cancer et Covid, comment est-ce qu'on... Et d'un seul coup, on s'est dit, mais il y a du monde. Il y a des personnes derrière ces écrans, il y a des individus qui veulent apprendre et nous, on doit transmettre. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des échanges possibles, que plus on faisait des webinaires pendant ces périodes-là, plus il y avait du monde et plus j'ai entendu ce matin ce besoin de partage de connaissances, partage de formation. Et donc, on a pu lancer les premières inclusions, parce que même si on était en plein Covid et qu'elles étaient débordées, les infirmiers libéraux, eh bien, ils nous ont dit, si, on veut faire l'éducation thérapeutique en ville, on veut aller auprès des patients, passer du temps, c'est notre cœur de métier, on a envie de parler avec eux des traitements et des traitements d'immuno, et puis en plus participer à la mise en place de l'HAD pour les patients traités sous immuno, allons-y. Et donc, ce fut le premier enseignement de cet article 51, c'est on est une équipe, mais on ne se connaît pas. Et
on a du mal à partager des outils communs et quand on commence à se parler, on partage des bonnes pratiques. Et donc j'ai découvert, mais c'est quand on sort un peu la tête de l'eau de l'hôpital, que nos enfants, nos plus grands, font partie de communautés tout le temps. Quand vous aimez lire, vous avez des communautés de bouquinistes, de ceux qui partagent les meilleurs livres, ceux qui aiment faire à manger, ils ont des communautés autour de la bouffe, surtout à Lyon, et puis etc. Et donc je me suis dit, mais on a une communauté ici en fait de soignants qui veulent lutter contre le cancer. Et donc ça a été l'idée, ça a été de se lancer, faire un premier questionnaire. Et c'est vrai que j'ai interpellé Sophie Beaupère et Jean-Yves Blais parce qu'ils étaient avant au centre Lombérard. Donc quand ils sont arrivés à Unicancer, j'ai continué avec eux en disant, et si on faisait un questionnaire aux infirmiers libéraux pour savoir quel est leur ressenti eux sur donc dès que j'ai eu la tête un peu hors de l'eau, on a commencé avec Paris Dauphine, on leur a demandé de l'aide pour faire avec les masters MBA un questionnaire sur toute la France. Et donc, ils nous ont répondu très rapidement. En moins de 3 semaines, on a eu plus de 1000 réponses d'infirmiers libéraux. Pour vous dire à quel point, quand ils ont été des personnes clés pendant le Covid, ils ont été souvent les poumons de nos hôpitaux. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ils étaient vraiment dans l'attente de reconnaissance. Et donc, ils étaient vraiment en interaction avec nous. Ce qui est un peu moins vrai aujourd'hui. Je trouve qu'on a perdu un peu une dynamique post-Covid, où malheureusement, on avait envie de faire beaucoup plus de choses ensemble quand on est sorti. Et on a cru que nos enseignements allaient nous permettre de rendre le monde meilleur. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'on a un peu perdu cette dynamique et donc comme on est tous des gens pleins d'espoir, l'idée n'est pas d'attendre la prochaine crise pour retrouver une efficacité collective, mais plutôt de le construire ensemble. Et donc dans ce questionnaire-là, vous voyez, je suis contente parce que j'ai des chiffres, parce que j'ai vu que vous aimez bien les chiffres. Là, on a des chiffres. 40% ont déjà exercé dans un service de cancérologie. Alors moi, j'étais contente, puis tout le monde m'a dit, oui, mais quand même, ça veut dire 60% des professionnels en ville n'ont jamais mis un pied dans un service de cancérologie. Ils sont tous diplômés. Vous savez, il y a 700 000 infirmières en France, 125 à peu près 125 000 libérales. Et sur ces 125 000 libérales, c'est des infirmiers avec un diplôme généraliste. Donc ça veut dire que nous, la spécificité du métier, c'est qu'on n'est pas obligé de prouver qu'on a fait une formation continue pour que nos assurances professionnelles nous assurent. Et on peut avoir un diplôme, comme moi par exemple, je l'ai eu en 2001, et je pourrais encore aujourd'hui postuler pour être infirmière n'importe où, mais sans prouver que j'ai eu une formation continue. Et c'est quand même assez spécifique. Maintenant, il va y avoir la certification périodique, ce qui va nous apporter une assurance, mais il y a déjà eu le DPC à l'époque et ça n'a pas fait grand-chose, donc on espère que ce sera structuré. Mais en attendant, sans expérience en service de cancérologie, ça veut dire qu'on a des infirmiers qui n'ont possiblement jamais eu de formation en cancérologie. Mais quand même, 30% de toutes les files actives, et ça, je l'ai retrouvé partout parce que j'ai revu de la biblio sur les médecins et j'ai vu sur les pharmaciens en officine aussi, c'est 30% des patients ont un cancer et sont suivis. Et c'est souvent cette répartition qu'on retrouve. Et quand on leur demande s'ils ont envie de développer cette activité de patients pris en charge en cancéro, c'est 60%. Mais dans l'ensemble, ils nous disent dans 70% que cette prise en charge est plus longue, plus complexe, même si elle est intéressante, parce qu'elle nécessite plus de connaissances. Et là, je leur ai demandé une note, un peu le TripAdvisor de notre capacité à travailler ensemble. Bon, du 5,5 sur 10, et en fonction des régions, on pouvait descendre à 3, enfin, en fonction de ce qu'on est capable d'avoir mis en place comme structuration. Et il fallait quand même... nous, on n'aime pas, à Unicancer, d'être pas les meilleurs. Donc je peux vous dire que cette note, elle nous pique. Mais à savoir que 86%, alors souvent on me dit, mais les patients, ils n'ont pas d'infirmière libérale. Dans 86% des cas, si. Parce qu'ils ont toujours, soit une vénose centrale, soit ils ont eu un antibio, soit ils ont quelque chose. Et donc, ils ont, même s'il n'est pas suivi, mais ils ont déjà identifié leur infirmière libérale dans leur parcours. Des éléments clés de cette enquête, parce que c'est le socle de toute la suite qui va venir. Je prends juste le temps pour partager ça avec vous, mais je pense que c'est du bon sens que je vous partage. Ils nous ont dit on leur a demandé quelles étaient les 3 remarques qui inspiraient la prise en charge des patients à domicile.
Eh bien, la première chose, c'est le sentiment de solitude. Bien sûr qu'on a choisi de sortir de l'hôpital pour plus faire partie de cette grande organisation avec toutes ces strates hiérarchiques, etc., dont je fais partie. Mais quand on se retrouve tout seul, on se retrouve vraiment tout seul. Et même si son cabinet, vous savez, il tourne, ils ne se voient pas très souvent pour débriefer. Et donc, parfois, ils ont une charge affective très forte. Et c'est parfois très lourd, en fait, de prendre des patients atteints de cancer parce que pas beaucoup de suivi psy ou même d'analyse de pratique. Un besoin de plus de disponibilité, puisque les patients qui ont un cancer, parfois, ils posent des questions, puisque si nous, à l'hôpital, on se plaint et on veut leur mettre des outils de télésuivi pour qu'ils puissent répondre encore plus, mais là, les infirmiers aussi, ils nous disent, même quand je ne le suis plus, je reçois des SMS, ils nous contactent, parce qu'en fait, ils donnent facilement leur 06, puisque les systèmes d'info ne sont pas encore tout à fait up-to-date. Et la complexité organisationnelle. Quand on leur a demandé quel était le besoin en formation, alors là, c'est forcément, vous l'avez dit, les traitements innovants, les évolutions pratiques, suivi des traitements, puis l'accompagnement des patients. Et quand on leur a demandé, mais comment est-ce que vous avez accès à ces informations aujourd'hui ? Et bien là, c'était là où nous, on l'a renouvelé 2 fois, puisqu'on n'était pas sûr de ça. C'est vraiment... D'abord, j'avais posé la question Internet. Et donc, Internet, ça pouvait dire tout et n'importe quoi, mais en fait, ce n'est pas Internet, c'est le simple moteur de recherche. J'ouvre Internet et je marque le médicament, et le premier qui tombe, et rassurez-vous que c'est bien le Vidal, très souvent, ou juste en dessous, les autres. Mais sauf que Vidal, sur le téléphone portable, n'est pas vraiment adapté. Parfois, ils ont téléchargé une application il y a longtemps, ils n'ont plus la version, et puis ils ne vont pas aller chercher. Et malheureusement, au Médit, on a fait beaucoup d'audits. Au Médit n'est malheureusement pas connu par les professionnels de ville. Et on a mis du temps à montrer vos fiches que vous avez fait et que vous avez mis en ligne. Après, c'est appel à un ami. Alors, c'est justement le WhatsApp et le coup de téléphone entre collègues et les réseaux sociaux. Et je peux vous dire que les Facebook, il y a beaucoup de questions sur les réseaux Facebook. Et seulement entre 10 et 20% des cas, les professionnels de santé vont faire la formation en cancérologie. Donc, c'est vraiment un sujet autour de ça. Et quand on leur a demandé, mais... à quoi ça servirait si on crée un terme comme un label ? Eh bien, ça nous permettrait de consolider nos acquis et avoir une meilleure reconnaissance, nous connaître comme des acteurs clés de la prise en charge et une meilleure coordination. En tout cas, il y a eu des réponses sur l'implication, la volonté de faire partie de cette équipe. Donc, une fois qu'on a fait ça, moi, je suis retournée voir Jean-Yves et Sophie, le CODIR d'Unicancer, et ils ont dit que c'est une action stratégique. On ne peut pas continuer à penser que nos centres de lutte contre le cancer vont pouvoir se suffire à eux-mêmes. Vous voyez bien quand il y a une dynamique. Et on a donc structuré avec un comité stratégique, c'était tout le CODIR d'Unicancer, plus les représentants de l'ordre, donc la présidente de l'ordre infirmier, puisque c'est un métier soumis à ordre, et vous savez bien à quel point, quand on va commencer à toucher du doigt les compétences, l'attendu de compétences, il n'existe pas de spécialisation en cancérologie, encore moins pour les infirmiers, et donc il n'y a pas de DU qui pourrait dire, bah oui, toi tu es habilité, pas habilité. Donc tout le monde, c'est un métier généraliste, donc mettre un label, c'est un peu exigeant, et ça va venir un peu frotter et piquer un peu du monde. Mais l'objectif était de valoriser, partager l'expertise et l'expérience, comprendre les pratiques, reconnaître et renforcer, et embarquer tous les professionnels. Et moi, j'étais partie tout en premier lieu sur les infirmiers. Puis en fait, quand on a ouvert la communauté, on l'a ouvert de manière privée, c'est-à-dire qu'on a envoyé un lien, on leur a dit si vous voulez, venez, on va partager sur cette communauté, parce que c'était ça, toutes les bonnes pratiques, on va commencer à travailler ensemble. Et bien en fait, il y a eu beaucoup de professionnels autres que des infirmiers qui se sont connectés et qui avaient envie aussi de venir partager, des kinés, des anesthésistes, des médecins, des oncologues, un peu de pharmaciens, mais pas tant que ça, j'ai regardé hier soir. On a d'abord lancé dans 2 régions, 2 CLCC, Lyon et Normandie, puisque je sais à quel point on va me dire, oui, mais toi, à Lyon, tu as ton écosystème avec ton HAD, blablabla, et donc tu ne sais pas reproductible, bien sûr. Donc j'ai fait ça en Normandie aussi, à Rouen. Alors là, eux, ils n'ont pas leur HAD, c'est la Normandie, je peux vous dire qu'ils ont du caractère. Et donc, je les ai rencontrés, on a rencontré, et surtout, on a pris du temps, excusez-moi, hop là, je ne maîtrise pas bien ce... Et il faut que je vise où ? Voilà. Je ne sais pas où je dois viser. Voilà, c'est ça. Donc je voulais juste dire qu'il y a eu 2... Je voulais aller vite dans cette présentation, et donc s'il y a besoin, on en reparlera. Mais il y a eu 2 CLCC. Maintenant, toute l'année 2024, il y a tous ces autres CLCC qui sont venus nous rejoindre. Ça veut dire tous ceux de PACA et tous ceux d'Occitanie. Et puis là, il y a Bordeaux et Angers.
Et surtout, on a fait des partenariats, puisque partenariats, mais publics, enfin, c'est-à-dire on s'est parlé, en fait. C'est ça pour moi des partenariats. Avec Onco Normandie, puisque dans chaque région, on allait voir chaque Onco Aura, Onco Normandie, chaque Omédite, la FITCHOR, les associations d'infirmiers, aussi bien de la cancérologie que l'hémato, et puis les fédérations des CPTS, et on leur a proposé de faire équipe, d'être sur cette même plateforme et de partager ce qu'ils ont sur leur site, parce que nos groupes de travail nous ont permis de voir qu'il y avait 40 sites, et vous avez beaucoup parlé de tout ce que vous mettez en place, des référentiels d'ailleurs, Fadi a parlé de ton référentiel, et je me suis dit, mais pourquoi elle n'est pas encore sur cette plateforme en ligne? Mais comme tu as mis tous tes outils que tu mets en ligne sur ton site internet en connexion avec cette plateforme, ça permet de mettre en actualisation, pour ceux qui nous suivent, de recentrer les activités. C'est un peu je ne sais pas, quand le matin vous lisez votre agrégateur de news, je ne sais pas ce que vous lisez, moi je lis Hospimédia et APM, peut-être vous lisez d'autres trucs, eh bien il n'y a pas d'Hospimédia et de l'APM des professionnels de ville, nous là on voulait leur donner une file d'actualité de ce qui se passe. Et donc on leur a donné la possibilité de participer gratuitement à des webinaires, à des replays forcément, parce que on essaye de le faire à 14h, c'est l'heure où les infirmiers libéraux et les infirmiers de ville d'hôpitaux ont des pauses. Vous voyez, on a fait prise en charge d'un patient à domicile avec une voie veineuse centrale, mais on a fait les thérapies orales, on a fait l'hormonothérapie, on a fait les soins palliatifs à domicile, mais aussi les chambres implantables. On travaille avec les professionnels et puis on met les ressources, et c'est ça où vous avez toute votre place dans tout ce que vous créez. C'est les ressources, on va s'appuyer que sur des ressources créées par les partenaires fiables, c'est-à-dire l'AFSOS, les professionnels qui sont en ligne. Donc on a des fiches, on remet à disposition ce qui existe. Et donc il y a énormément de téléchargements, parce qu'il y a eu 900 téléchargements. Ça va très très vite, en très peu de temps ils téléchargent ça, ils peuvent le mettre sur leur téléphone. Je suis désolée, je n'arrive pas à passer. Voilà les newsletters, mais je ne vais pas vous passer. Et puis, de ce fait, il y a la partie communauté de pratique. Donc, c'est là, de ce fait, c'est ouvert à tout le monde, à tous les professionnels de santé, quels qu'ils soient. Et en plus, pour les infirmiers, on a créé un club spécialement pour eux, pour parler avec eux, pour faire des vies ma vie. Et donc là, il y a des échanges entre la ville, les professionnels des hôpitaux vont passer une journée avec les infirmiers, je l'ai fait, d'autres le font. Et puis vice-versa, des partages de cas concrets, des bonnes pratiques. On se met autour de la table physiquement, mais aussi virtuellement. Et puis on fait un programme, parce qu'on a pris, ayant la casquette de présidente de la commission professionnelle infirmière, où je crée vous savez, la certification périodique nationalement. Je connais bien les axes 1, 2, 3, 4 qu'il va falloir valider. Donc j'accompagne dans ce projet les professionnels pour pouvoir l'avoir. Voilà, donc l'expérimentation a marché. Ils ont expliqué qu'ils avaient besoin de physique, mais aussi de virtuel, d'avoir un bon relais, d'améliorer leurs pratiques, et ils le sentent, parce que la mise à jour des nouvelles chimio-immuno, quand je suis allée à la CPTS de Redon, je peux vous dire qu'ils étaient tout le Oncolink à Rennes avait bien marché, sauf que les professionnels de ville, pharmaciens et infirmiers disaient, mais on voit bien l'immunothérapie qui est en train d'arriver, les thérapies orales qui sont en train d'arriver, mais on n'est pas formé, on a besoin de formation et on a besoin de partage. Et donc l'idée était de faire ensemble. Voilà, l'intérêt et les attentes existent. Je suis désolée. Donc c'est ça, c'est avoir accès aux bonnes pratiques, les nouveautés, et tout dans un seul outil. Et Unicancer s'est cassé la tête, en tout cas avec moi et toute une équipe projet. On est plus de 150 bénévoles, mais avec aussi une animatrice de communauté, parce que là maintenant on a financé des professionnels pour pouvoir animer, parce qu'il faut aussi suivre de près. Chaque région a son coordonnateur et ses ambassadeurs pour suivre ce qui se passe sur les régions et faire connaître les compétences de chacun et ce qui se passe dans les territoires, parce que quand même, mine de rien, c'est pas une communauté, c'est une communauté qui est très ancrée dans son territoire, et forcément ils ont besoin de soi. Donc là on a déployé Lyon, Rouen, Avignon, Marseille, Nice, Toulouse, Montpellier, Bordeaux, Caen, Lille, Angers, Paris, incessamment sous peu. Et donc c'est un travail qui doit se multiplier. On essaie de travailler comme ça et d'être ancré avec vous tous, la ville, mais aussi les autres hôpitaux avec qui on travaille. Voilà, donc on avance, on ouvre d'autres solutions, on fait des tours de France, pas à vélo, mais... Et je vous invite à venir nous découvrir, vous êtes les bienvenus et au plaisir de le partager.
Merci beaucoup pour cette présentation et le côté pragmatique dans l'approche qui est dynamisant, je trouve. Moi, votre présentation, ce qu'elle me fait comme écho, c'est par rapport à l'HAD qu'on a eu juste avant, un des enjeux qu'on a régulièrement, une des inquiétudes qu'il y a pour les équipes qui ne sont pas encore lancées, par exemple dans le suivi de patients en cancéro, c'est justement la cancéro fait peur. C'est des prises en charge spécifiques et notamment, on peut avoir des administrations de produits qui sont complexes mais non cancéro ou on va se projeter facilement dessus. Et puis, dès qu'on parle de la cancéro, ça, c'est un frein, et notamment pour les infirmières côté libéral. Ces communautés de pratique, je pense que ça peut être un levier énorme pour les secteurs, les territoires qui n'ont pas encore lancé la dynamique HAD, de se dire, il y a toujours cet exercice libéral individuel, un peu seul, isolé, mais c'est un outil de dire, il y a des outils qui existent, il y a des communautés derrière, au-delà même des relais qu'on doit avoir avec l'hôpital support de cette hospitalisation à domicile, qui peuvent rassurer, je pense, les professionnels de santé. Est-ce que c'est aussi pensé et intégré dans les dispositifs de déploiement au niveau régional? Est-ce que c'est un outil qui va au-delà de son objectif principal, mais aussi qui sert derrière en se disant, il y a des communautés qui existent et qui servent de relais pour Exactement. ceux qui voudraient déployer. Ouais. Exactement, moi je suis allée vite, mais c'est vrai que quand j'entendais Fadila qui expliquait à quel point c'était important d'être en amont des moments compliqués dans la prise en charge, et il est vrai que quand on a interrogé beaucoup d'associations de patients, parce que les associations de patients, c'est eux qui nous ont dit, mais il est urgent de vous organiser les gars. Il y en a marre d'être vos facteurs, il y en a marre d'être vos transmetteurs d'informations, on a marre d'être les seuls garants. C'est un poids, c'est un fardeau. Quand on est allé au Québec, ils nous ont parlé à quel point il y avait une lourdeur de transmission d'informations entre la ville et l'hôpital et qu'il y avait de la déperdition. Vous savez, le nombre de papiers qu'on a donné aux patients, et il n'y a même pas 20% qui vont jusqu'aux professionnels dont c'est nécessaire. Et nous, on est bien contents d'avoir coché la case comme quoi on lui a filé le papier aux patients. Non, c'est hyper important de faire ce lien humain entre nous pour que parce que la différence qu'il y a notoire, c'est que quand le patient il vient à l'hôpital, on décide pour lui qui sera son oncologue, qui sera son médecin, son anesthésiste, son pharmacien. Il n'a pas encore choisi Bertrand, mais il ne sait pas que c'est toi derrière, mais il n'a pas le choix, quoi. Mais il n'a pas choisi non plus, moi je ne lui fais pas choisir son infirmière, et quand il choisit, je peux vous dire que je ne suis pas contente. Mais par contre, quand il sort, il va falloir qu'il fasse tout ça. Il faut qu'il choisisse son pharmacien, sa pharmacie d'officine, mais il n'est pas fort. Enfin, comment savoir que c'est un bon pharmacien ou une bonne infirmière libérale qui connaît son traitement, qui va s'impliquer à ses côtés, et que quand ça va être la galère, il va relever ses manches et faire bien plus que ce qui est marqué dans sa fiche de poste. Enfin, même s'ils n'ont pas de fiche de poste, il y a quand même, c'est pas dans mon décret, c'est pas dans ceci. Et quand même, ce supplément d'âme que l'on a face à des patients qui ont un cancer, il faut être multitâche et un peu plus couteau suisse. Et ce côté couteau suisse, on ne peut pas l'avoir si on n'est pas rassuré à l'intérieur de soi en disant « Ok, j'ai pas l'impression de mettre le patient en danger ». Et on a bien vu quand on fait les quiz autour du label, tous les professionnels infirmiers nous disaient « Mais non, mais c'est bon, ça va, moi je sais faire de la cancéro ». Malheureusement, il n'y en a que 80%. Et c'est déjà bien parce qu'on a voulu être inclusif, qui ont réussi d'être labellisés. Et on a bien vu des réponses quand même un peu alarmistes, c'est-à-dire dès que le patient a 38 de fièvre, qu'est-ce que vous faites? J'appelle l'hôpital. Qu'est-ce que le patient a vomi cette nuit? J'appelle l'hôpital. Non, mais en fait, nous, on veut vous rassurer. Et notre objectif, c'est rassurer le professionnel de santé à domicile qui, lui, s'il sent, et je sais très bien quand le patient, lui, il voit son infirmier paniquer, il n'a qu'une envie, c'est de rentrer à l'hôpital. Là, il se sent... En plus, nous, on a une capacité dans le cocooning des patients que quand il sort de l'hôpital, il a l'impression qu'il est jeté dans la fosse aux ours au lion. Non, j'ai une capacité à changer les mots comme ça. Et donc, non, vous avez raison, il faut revenir, faire le lien. C'est pour ça que je rencontre quand on va dans une région, qu'on déploie dans une région, on rencontre l'ARS, l'OMEDIT, le réseau de cancérologie, mais les CPTS, les DAC, l'ensemble des acteurs qui font communauté, qui ne se connaissent pas. Donc, ils font communauté avec eux-mêmes. Et donc, l'idée, c'est faire communauté avec les autres. Eh bien, c'est pas gagné, puisque je peux vous dire que j'ai l'impression d'être un peu seule des fois. Et que nous-mêmes, les hôpitaux, on se dit, mais pourquoi il faut faire ça en plus, parler avec la ville? C'est bon, chacun son job. Sauf que quand Catherine dit, il y a la télésuivi, le télésuivi, oui, il y a un sujet quand même, c'est que nous, on est en train de venir avec nos outils de télésuivi, avec un peu de bol en plus, ça va être Curetti pour l'un, truc pour l'autre, etc. Mais l'infirmière libérale, elle doit quoi? Télécharger combien d'applications pour nous suivre?
en fonction du nombre d'hôpitaux et nombre de patients. Donc non, il y a un sujet. Et là, l'idée, c'était que tout le monde ait le même endroit, au moins pour parler bonne pratique. Pas patient, mais bonne pratique. Et ça démine. Et une fois qu'ils savent faire une prise de sang sur un cathé et qui ne vont pas piquer une xème fois le bras alors qu'il y a un porte-à-4 ou qu'il y a un PICC-line et qui sont capables de piquer sur un PICC-line. Parce que prendre une prise de sang sur un PICC-line, quand même, s'ils ne savent pas le faire et qu'ils piquent, comment ils vont faire une HAD de soins palliatifs derrière ? Donc non, il faut rassurer sur des choses de base, sur lesquelles ils vont petit à petit, c'est comme pour reprendre le sport, on ne commence pas à faire un triathlon. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? C'est triathlon, c'est ça ? Non, mais venez sur la communauté. Vous allez voir, on y est bien, on se pose des questions. Je suis en train de travailler avec l'Omédite Normandie parce que l'ARS bouge. Excusez-moi, l'ARS se mobilise pour pouvoir mettre en avant le fait de faire des événements désirables en ville, parce qu'on a un vrai sujet sur les traitements médicamenteux en ville. On est très contents, nous, dans nos hôpitaux, avec nos certifications, de montrer qu'on a 4500 événements indésirables par an. Sauf que mon patient, il passe que 5% de leur vie à l'hôpital. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les 95% du temps ? Et où sont les événements indésirables ? Eh bien, par région, on en a eu 5, je crois. Donc on a un petit sujet. Donc voilà, sur la plateforme, je pense qu'on va travailler les événements indésirables et la culture de sécurité, justement, qui va remonter ça. Dans les prises en charge à la maison, et tu as raison de travailler avec les infirmières libérales, parce que l'expérience montre que c'est quand même, elle, le pivot de cette prise en charge. Parce que globalement, on n'arrête pas de parler du médecin traitant, mais dans certains endroits, il n'y en a plus. Les patients n'en ont plus. Ils sont débordés, les pauvres. Mais ils ont donné 0,6 à l'infirmière libérale. Est-ce que tu as posé la question aux infirmières libérales ? Parce que j'ai peut-être zappé, mais à quel moment elles font plutôt appel au médecin traitant plutôt qu'à l'hôpital ? Quand le médecin traitant donnait son 0,6 à l'infirmière libérale. Non, mais il y a un sujet. C'est intéressant. Non, mais il n'y a pas de. La réalité, elle est là. On n'est pas sur mon CISRA, on n'est pas sur je ne sais quoi, sur les outils. Non, la réalité, elle n'est pas du tout là, elle est ailleurs. Elle est dans la. Est-ce que tu as donné ton 0,6 à l'infirmière libérale ? Ça veut dire que tu lui fais confiance, parce qu'elle ne va pas l'utiliser toutes les 4 matins, mais quand est-ce qu'elle va sentir que c'est la galère, c'est la galère. Et que quand elle va sentir que c'est la galère, mais qu'on peut maintenir le patient à domicile parce qu'elle sait que c'est possible de le faire, qu'elle va appeler les noms qu'il y a sur le frigo, le beau-frère qui est parti à Rennes pour ses vacances, mais qui va pouvoir revenir, qui va assurer, qu'elle va voir que le patient ne se lève pas pareil que la veille. Parce que c'est la seule qui voit le patient depuis le début de sa maladie. Combien de nos infirmiers suivent un patient depuis le début de sa maladie ? On ne voit pas la différence, nous, quand il vient à l'hôpital de jour. On n'a pas la même infirmière lundi 3 mars et puis 22 mars, parce que ce n'est pas la même infirmière. Donc elle n'a pas vu que le patient marchait différemment, elle n'a pas vu qu'il parlait différemment, elle n'a pas vu. J'ai bien aimé le côté, je m'appelle Rodolphe, je vais leur faire faire... Je trouve ça vraiment super intéressant, parce que je me dis... enfin, je ne m'appelle pas Rodolphe, enfin... Bon voilà, bref, le suivi, l'infirmière, on dirait que en plus les infirmiers libéraux, la plupart du temps même pas trop, parce qu'ils disent que je fais ma directrice des soins des infirmiers libéraux et qu'ils sont partis de l'hôpital pas pour me voir. Mais c'est pas pour autant, je considère qu'ils sont 14 000 en aura. C'est quand même important. Hein. Moi, on n'a que 400 infirmiers à l'hôpital, je ne sais pas combien t'en as aux HL, mais j'ai que 400 infirmiers en CLB. Ils sont 14 000 et je fais 7 000 conventions par an avec des infirmiers. Donc, je travaille au moins avec 7 000 infirmiers libéraux par an. Et je m'en fous de ces reconnaissances. Je ne vérifie pas s'ils savent faire et parfois, mon gros travail, c'était d'éliminer les événements. Mon gros travail, c'était arrêter les flux imprévus, les entrées imprévues de patients, parce que c'est la grosse galère, ça. De cette garde des lits pour rien, où tout le monde s'énerve, et puis j'ai une unité d'entrée imprévue, où je ne sais pas le paramétrer. De quelle heure à quelle heure ? Non, il faut calmer le jeu. On est un établissement de recours où on sait faire des choses prévues, on ne sait pas bien faire les trucs imprévus. De ce fait, malheureusement, on fait appel à N. N nous dit « t'es sympa, mais tu gardes ton patient, tu le reprends ». Bah oui, bah non. Donc voilà, donc nous, le gros sujet, c'est surtout pas aller aux urgences de N, même si on apprécie les urgences de N, ou Villefranche, mais c'est surtout que le patient, il est mal quand il est aux urgences, il a l'impression qu'on l'a lâché, qu'on s'en fout alors qu'on est censé s'en occuper. Voilà, donc le domicile, il faut le rassurer, il faut être présent auprès des acteurs au bon moment et au bon endroit.
Merci beaucoup. On conclut cette matinée.